Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Barthélémy Diaz prend la parole après sa radiation de l'Assemblée nationale. Le maire de Dakar ne compte pas céder son fauteuil à la mairie de Dakar. Il interpelle d'ailleurs les autorités sur la mort de son garde-du-corps, Bassirou Diop. Gestion du foncier. L'association des maires du Sénégal cherche une solution pour mettre fin au conflit sur le foncier. La structure a convié tous les acteurs impliqués. L'Institut Pasteur célèbre ses 100 ans. L'objectif dans les années à venir, selon le directeur général, est de fabriquer tous les vaccins dont le Sénégal a besoin. Voilà pour les titres de développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Barthélémy Diaz n'a pas l'intention de quitter son fauteuil de maire de Dakar. Il accuse le régime actuel après la mort de son garde du corps en prison à Saint-Louis. Le maire de Dakar demande des explications au ministre de l'Intérieur. Il invite le gouvernement à faire face à ce qu'il qualifie d'adversaire du régime, la cherté de la vie, la pauvreté et le chômage des jeunes. Barthélémy Diaz, que je vous propose d'écouter. Le Sénégal, pendant des décennies, toutes générations confondues, ont eu à travailler pour que le Sénégal soit aujourd'hui l'un des pays les plus respectés et les plus respectables en Afrique et dans le monde. Et depuis 8 mois, malheureusement, nous avons aujourd'hui, à la tête de ce pays, des gens qui pensent que c'est une question de copinage, de coquinage, et si on n'arrive pas à trouver un bon partenaire par-ci, on ira chercher un autre partenaire par-là. Ça ne marche pas comme ça, la République. Et je voudrais surtout dénoncer et le répéter. Votre problème, ce n'est pas Barthélémy Diaz. De par votre carence et votre incompétence. Aujourd'hui, force est de constater l'appauvrissement généralisé des Sénégalaises et des Sénégalais. Aujourd'hui, vous prenez le port. Au niveau du port, je pense que le directeur général du port gagnerait à se ressaisir et à s'occuper de ses oignons au lieu de parler toujours de choses qu'il ne regarde pas. Il faudrait bien qu'il explique aux Sénégalais comment il s'est organisé en 8 mois pour pouvoir mettre à la porte 700 Sénégalais. 700 pères et mères de famille qui ont perdu leur travail. Aujourd'hui, il faut que ce directeur général du port vous explique comment le port a pu enregistrer aujourd'hui quasiment 40% de baisse d'activité. Aujourd'hui, je ne parle même pas de l'effondrement du carnet de commandes. Vous pouvez interpeller aujourd'hui le patronat, ils vous diront. Interpeller aujourd'hui l'ordre des notaires, ils vous diront. Les notaires, ils gèrent le foncier. Ils vous diront depuis 8 mois s'ils sont en train de faire les enregistrements ou pas. Quand vous arrivez au pouvoir, vous commencez à menacer le milieu du BTP. Aujourd'hui, le BTP, c'est quasiment 20% de chute d'activité. Vous n'avez pas été élu pour ça. Et je pense aujourd'hui que les tenants actuels du pouvoir devraient aussi surtout comprendre que l'une des raisons pour lesquelles ils sont là et qui nous intéressent tous, c'est le panier de la ménagère. Et ce que je suis en train de dire, ce ne sont pas des chiffres que j'invente. Ce sont les statistiques de l'ANSD 2024. Et tout le monde peut retrouver cela sur Internet. Depuis 8 mois, le riz a augmenté de 15%. L'huile a augmenté de 20%. Le pain a augmenté de 10%. Les fruits et légumes ont augmenté en moyenne de 40%. Le maire de Dakar s'est également prononcé sur d'autres sujets, justement concernant la mort de son garde du corps Bassirou Diop, décédé en prison à Saint-Louis. L'Observatoire national des lieux de privation de liberté s'est également prononcé sur cette mort. Ils ont exprimé leur regret. D'après Madiaou Diaou, une mort en prison est toujours regrettable. Je vous propose de l'écouter. Il est joint par Antoine Diouf.
Du décès de Bassirou Diop ou du décès d'un autre détenu, c'est toujours regrettable pour l'observateur de s'entendre informé du décès d'un détenu. Parce que véritablement, la prison n'est pas un endroit pour y laisser sa vie, mais c'est un endroit où on doit se remettre parce qu'on a eu véritablement à évoluer à marge des lois et des règlements que du fait des rigueurs de la loi, une personne est amenée à être gardée en prison. Et lier cette personne juste le temps de payer sa dette envers la société, mais le souhait et l'idéal, c'est que cette personne sorte de cette prison, rejoigne sa famille et soit rétablie totalement dans ses droits. Donc, quand on s'entend de dire qu'il y a une personne décédée en prison, un détenu en l'occurrence, c'est toujours regrettable pour l'Observateur national des libérations de liberté. Je pense bien pour tout citoyen d'ailleurs. Je le disais en titre atelier de réflexion sur les enjeux et défis de la gestion du foncier à l'ère du référentiel des politiques publiques Sénégal 2050 à l'initiative donc de l'Association des maires du Sénégal. Ses membres veulent trouver une solution définitive contre les problèmes liés au conflit sur le foncier. Aram Faldao. Réfléchir sur la gestion du foncier, renforcer les rôles et les capacités des collectivités territoriales afin de contribuer à la vision du nouveau référentiel Sénégal 2050, l'objectif du conclave de l'Association des maires du Sénégal. La terre, la gestion foncière est un secteur générateur de beaucoup de conflits et il y a beaucoup de débats par rapport à la terre et par rapport à la gestion foncière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la terre, aujourd'hui, est un enjeu majeur. Car vous savez qu'il y a une rarification des terres dans les autres continents. Et que l'État, et que l'Afrique a elle seule plus de 60% des terres cultivables. Cela peut susciter des convoitises, des stratégies. Être sensibilisé sur les enjeux de la gestion foncière. Donc voilà, entre autres, les deux objectifs majeurs qui nous ont amenés à organiser cette rencontre. Et mettre en cohérence aussi les impératifs et les stratégies de gestion foncière au nouveau référentiel de développement du pays qui a été défini par les autorités. Placé sous le thème Gouvernance foncière et Vision Sénégal 2050 vers une gestion durable et inclusive des territoires, cette rencontre entre dans le cadre du programme du ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, précise le président de l'AMF. Oui, nous allons accompagner, nous l'avons déjà dit, c'était une des préoccupations du ministre. Réunir tous les acteurs qui touchent au foncier pour aboutir à des consensus forts. Ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui. Et c'était une des tâches du ministère. Et le ministère souhaitait le faire, nous l'avons fait, puisque nous sommes des collaborateurs, nous sommes des démembrements de l'État en partie. Et dans cette salle aujourd'hui, nous avions toutes les catégories d'acteurs qui de loin ou de près touchent à la gestion foncière. Le ministre Moussa Bala Fofana salue l'initiative et souligne les grandes lignes de son département par rapport aux questions liées à la gestion du foncier. Le ministère des collectivités locales a lancé l'initiative d'organiser 12 rencontres durant l'année 2025 ayant comme objectif de préparer la grande réforme sur la décentralisation. Et la question foncière était l'une des questions majeures sur lesquelles nous comptions organiser une rencontre mensuelle. Au sortir de ces journées de réflexion, des propositions et recommandations relatives à la gestion du foncier seront formulées et présentées au ministère des collectivités territoriales. Le Sénégal importe plus de 127 milliards de francs CFA en huile et graisse chaque année et exporte au moins 1000 milliards de graines d'arachide selon le président du collectif des producteurs et exportateurs de graines d'arachide. Habib Thiam estime que pour garantir une production, il faut des actes forts. L'accent doit être mis sur la préservation des semences certifiées. Habib Thiam, président du collectif des producteurs exportateurs de graines d'arachide, COPEGA, il est ici au micro de Sékou Diallo.
Le choix de ces thèmes, je pense que c'est un choix qui est opportun et qui est aussi d'actualité parce qu'en février dernier, le Sénégal a connu quand même un changement. Et ce changement, les autorités le veulent très profond. C'est pour cela que nous, dans cette filière dont nous exerçons, nous avons le devoir d'accompagner le gouvernement, aussi d'informer aussi le gouvernement sur la méthode à utiliser, selon nous, pour pouvoir arriver quand même à des résultats qui sont escomptés. Pour que l'ISRA soit le poumon quand même de ce changement systémique. Parce que si on n'a pas de bonnes semences, on n'a pas de semences de qualité, on ne pourra pas espérer quand même avoir des rendements meilleurs et une productivité aussi assez importante. C'est pour cela que le changement systémique est primordial et aussi obligatoire. C'est pour ça que ce changement, on va accompagner le gouvernement dans ce changement, c'est-à-dire en apportant les nouvelles méthodes agricoles et aussi surtout à la maîtrise de l'eau. Je vous répète et je vous le redis, il n'y a pas d'arrêt ni de suppression des exportations. Notre pays a besoin d'exporter pour résorber le déficit de la balance commerciale. Ça, c'est une meilleure manière d'organisation pour préserver notre tissu industriel et réserver nos semences dans un cadre régulier et officiel. Et après, on continuera nos activités. On espère quand même que bientôt que les huiliers auront leur quota. Et puis nous, on continuera aussi nos activités. La première priorité, c'est de préserver les semences certifiées qui sont estimées à 100 000 tonnes. Et la deuxième priorité, c'est d'approvisionner nos huileries parce que c'est des tissus industriels qui sont là. C'est-à-dire que pour absorber quand même ce excédent d'importation d'huile que le CTI a énuméré tout à l'heure, plus de 1000 milliards qu'on verse quand même à l'étranger, c'est des devises qui partent. Et qu'aujourd'hui, si on peut résorber quand même ce déficit en produisant de l'huile, je pense que c'est une aubaine pour le Sénégal. L'Institut Pasteur fête ses 100 ans d'existence. La direction a procédé à une rétrospective de ses avancées majeures en tant que pionnier dans la recherche en santé publique au Sénégal, mais également en Afrique. Selon le directeur général, dans les années à venir, tous les vaccins qui seront utilisés au Sénégal seront produits par l'Institut Pasteur. Ndeye Yali Fall plutôt. C'est un moment historique pour la science en Afrique. L'Institut Pasteur de Dakar souffle ses 100 bougies depuis 1924. Cet institut emblématique s'est imposé comme un acteur majeur de la santé publique en Afrique et bien au-delà. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Ibrahima Sy, se dit satisfait du travail de l'Institut. C'est une impression de satisfaction quand on voit tout ce que l'Institut Pasteur a eu à réaliser au Sénégal et en Afrique. Et le centenaire est une occasion de le montrer à tous les Sénégalais et à tous les Africains. De montrer aussi toutes les luttes qui ont été gagnées grâce à l'engagement de l'Institut Pasteur dans le domaine de la recherche biomédicale, dans le domaine de la production de vaccins comme le vaccin de la fièvre jaune, dans le domaine de la formation, mais dans le domaine aussi de la prévention. Dr Amadou Sall, directeur général de l'Institut Pasteur de Dakar, revient sur sa part sur les grands projets de l'heure. L'Institut Pasteur de Dakar produit déjà des vaccins depuis plus de 80 ans. Et donc, dans cette perspective, sur la base aussi de nos projets avec le gouvernement du Sénégal, depuis la pandémie de Covid-19, nous avons lancé, comme vous le savez, un grand projet qui s'appelle le projet Madiba, dont le but est de développer des capacités pour produire, des capacités pour faire de la recherche, des capacités pour former à la fabrication de vaccins. Donc, dans cette étape, dans les prochaines années, nous allons voir que l'essentiel des vaccins qui seront utilisés au Sénégal vont être produits ici, et cela dès les prochaines années. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a énuméré les recommandations concernant l'Institut Pasteur de Dakar, à savoir l'importance de renforcer les capacités locales pour faire face aux défis sanitaires en Afrique, faire savoir aux Sénégalais ce que peut apporter l'Institut Pasteur de Dakar dans la vision Sénégal 2050. Je voudrais bien qu'à l'issue de ce centenaire, qu'on puisse avoir un bon document de capitalisation. La deuxième recommandation, c'est aussi de pouvoir, à l'issue de ce centenaire, expliquer clairement aux Sénégalais la place que l'Institut Pasteur peut jouer
dans la mise en œuvre du nouveau référentiel des politiques publiques. Pour rappel, la cérémonie présidée par le ministre de la Santé et de l'Action sociale a réuni partenaires scientifiques et collaborateurs pour célébrer un siècle d'innovation, de résilience et de contribution à la lutte contre les grandes pandémies mondiales. Je le disais tantôt, campagne de collecte de la graine d'arachide à Ziguinchor. Le directeur général de la Sonacos salue le bon déroulement de la campagne. Selon El Hadj Ndendjagne, l'État a déployé des moyens pour une réussite de la campagne. Il invite les opérateurs à acheminer directement leurs produits vers les usines. El Hadj Ndendjagne, directeur général de la Sonacos, est interrogé par Hassan Ba et Daouda Sambou. Nous savons bien que la zone sud reçoit les camions en dernier parce qu'ils sont sur un cycle long de 120 jours. Mais quand même, nous avons été très ravis de recevoir les premiers camions de nos partenaires, les opérateurs. En plus de cela, nous avons eu l'honneur d'avoir notre ministre de tutelle, Dr Mabouba Diagne, qui est venu donc assister et remettre le premier chèque à l'opérateur qui a fait venir ces camions pour le déchargement. Aujourd'hui, nous réitérons notre engagement pour l'excellence opérationnelle. Donc, maximum 48 heures, on décharge tous les camions. Maximum 48 heures, on paye tous les chèques. Donc, tous ceux qui amènent leur stock, on les paye le plus rapidement possible. Nous lançons encore une fois un appel aux producteurs, aux agriculteurs de ne pas brader leur stock, de ne pas vendre à un prix moins que le prix qui est homologué par l'État. Ne pas aller sur les LUMA, de travailler avec les opérateurs et de faire venir leur stock dans les sécos de la Sonacos. Donc c'est un appel que nous lançons à eux et nous sommes très ravis aujourd'hui d'avoir notre ministre encore une fois aujourd'hui avec nous pour assister à cette opération. Cérémonie de remise de matériel médical aux personnes vivant avec handicap par la Fondation Sénégal 109. Au moins 1300 personnes ont pu bénéficier de cet appui. Le ministre de la Santé magnifie l'initiative et invite les populations à s'impliquer davantage pour la bonne marche de la vision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Matam Amadou Martiadou. Les élèves en situation de handicap, y compris des hommes et femmes, jambes coupées, la majorité d'entre eux ont fini par se familiariser avec la chaise roulante. Une situation qui a poussé la Fondation Sénégal 109 à faire un don de matériel médicaux destiné aux personnes vivant avec un handicap. Lors de cette cérémonie, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a magnifié. Ce don de matériel rentre dans le cadre de ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'axe 2 de l'agenda national de transformation, qui met un accent particulier sur le développement d'un capital humain de qualité et l'équité sociale. Donc le fait d'amener un tel matériel, de faire un tel don pour les populations rentre dans le cadre de l'équité sociale qui est prônée par le gouvernement du Sénégal. Et par ce geste, je tiens à vous transmettre les remerciements du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de son Premier ministre Ousmane Sonko et de l'ensemble du gouvernement. Les représentants de la Fondation est revenu sur la nature du geste. Alors pour le matériel précisément, c'est composé des chaises électriques, des chaises roulantes électriques et naturellement aussi des chaises communément appelées les chaises pousse-pousse, d'accord, pour permettre à nos parents et à nos frères et sœurs d'avoir un matériel mobile. Et c'est composé également des béquilles, hein, et c'est composé également aussi des matériels de tensiomètre, hein, des testeurs de glycémie. Et également c'est composé de cannes et des déambulateurs. Et pour également des gens qui ont subi des chocs et qui sont en rééducation, ça va les permettre éventuellement d'avancer très vite pour qu'ils puissent se réadapter. Le patron de la santé et de l'action sociale appelle la population du Fouta à apporter sa contribution au projet du chef de l'État pour booster le développement de la zone. Je profite de l'occasion pour lancer un appel, parce qu'il faut le dire que la Fondation quand même
a posé un acte très noble. Cela montre que ce sont des citoyens qui sont engagés au service du développement. Le développement du Fouta en général, mais je pense le développement du Sénégal. Donc, je profite de l'occasion pour demander à l'ensemble des forces vives du Fouta, avec la Fondation 109, Sénégal 109, à contribuer à la mise en œuvre de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. En marge de la Semaine internationale des personnes vivant avec un handicap célébrée en décembre, la Fondation Sénégal 109 a fourni des efforts en apportant sa contribution pour secourir les personnes vivant avec un handicap dans la région de Matam. Des membres de la société civile, en collaboration avec leurs partenaires, veulent structurer le processus de formalisation du rapport des organisations de la société civile pour promouvoir des pratiques participatives dans l'évaluation des politiques publiques. Voici Ibrahim Fall, il est le coordinateur de la CASC. Il est ici au micro de Mamadou Lamine Fati. C'est d'élaborer la note méthodologique pour le processus de contribution de la société civile à la revue annuelle conjointe des politiques publiques. Cet atelier s'inscrit dans un contexte particulier aussi parce qu'on est dans le cadre de la mise en œuvre d'un nouveau référentiel à partir de 2025, qui est la stratégie nationale de développement pour le quinquennat prochain. Et ce nouveau référentiel aussi s'inscrit dans un contexte où le Sénégal est dans un processus de déclassement de la catégorie des PMA. Ce qui est une décision du Comité sur les politiques de développement des Nations Unies qui a évalué le Sénégal sur les 3 critères des PMA. Et le pays a atteint les 2, tels que sur le revenu national brut et l'indice du capital humain. Et la dernière critère sur lequel le Sénégal n'a pas encore rempli les conditions, c'est l'indice de vulnérabilité économique et sociale. Et depuis quelque temps aussi, le comité de politique de développement a entrepris un processus d'accompagnement du Sénégal pour le prochain quinquennat afin d'assurer une sortie de la catégorie des PMA très bien ordonnée, sans aucun impact négatif sur l'économie. Et la préoccupation majeure de la société civile, c'est que le gouvernement puisse tenir en compte cette phase transitoire dans le cadre de ce nouvel référentiel qui s'aligne avec la période de déclassement du Sénégal. Dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, le directeur général de la promotion de la bonne gouvernance en visite auprès du khalife général de Medina Baye, Cheikh Mahi Niass. L'objectif est d'impliquer tous les foyers religieux dans la rédaction de la stratégie de la bonne gouvernance. Dr Alassane Gueye est le directeur général de la promotion de la bonne gouvernance au ministère de la Justice. Il est interrogé par Sekou Diallo et Astumbaye. D'abord, on va dire Alhamdulillah et on est très content d'avoir rencontré le khalife de Medina Baye, qui est un homme ouvert d'esprit. Un homme qui nous a fait un accueil chaleureux. Aujourd'hui, on est là pour lui expliquer la stratégie de la bonne gouvernance qu'on va écrire bientôt. Parce que vous savez que depuis le référentiel de 2050, nous, on voudrait la direction accompagner ce référentiel. C'est pourquoi aujourd'hui, on est là pour expliquer donc au khalife que le président de la République est très motivé à lutter contre la corruption, mais aussi à promouvoir la transparence. Raison pour laquelle on a demandé au khalife de nous envoyer un représentant qui, pendant la rédaction ou l'élaboration de cette stratégie, il va apporter ses pensées. Il est content pour le président de la République, il est content pour le Premier ministre, il est content pour l'ensemble du gouvernement. On va mettre une démarche participative, mais aussi une démarche inclusive. On va impliquer l'ensemble des khalifes généraux, la société civile, les communicateurs traditionnels et les chefs coutumiers, mais aussi l'État. Et dans cette façon, on aura donc la représentation de tout le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, on a initié cette démarche.
La ville de Oussouye rend un hommage à Abdou Ndoukor Ndaou, anthropologue ancien président du comité de veille pour le déminage en Casamance. Les témoignages sont unanimes. Ndoukor était un homme ouvert et généreux. Ses proches appellent les citoyens à perpétuer ses œuvres. Hassan Ba et Daouda Sambo. Abdou Ndoukor Kachendaou a consacré une partie de sa vie à Oussouye et après sa disparition, le terroir lui a rendu un vibrant hommage. Cette commémoration organisée sur la place mythique de Humobel a rassemblé des amis venus de tout le pays, sa famille et les habitants du Kassa. Ndoukor représentait plus qu'un symbole. Ndoukor était plus qu'un cohabitant. Ndoukor était plus qu'un enfant du terroir. Ndoukor était vraiment, si vous voulez, l'enfant que le pays aurait voulu avoir. Parce que toutes les problématiques dont les gens ne se souciaient pas, c'est lui qui les abordait. Toutes les questions gênantes que les gens n'abordaient pas, c'est Ndoukor qui les abordait. Et il les abordait avec beaucoup de retenue, avec beaucoup de correction et surtout beaucoup d'humanité. Ce qui fait que sa voix a toujours porté et elle portera encore pendant très longtemps. L'ancien maire de Thiès, Talla Sylla, qui a partagé avec Ndoukor la génération 88 dans le mouvement des élèves et étudiants, a affirmé que Ndoukor ne s'était pas trompé en choisissant ce terroir. Nous avons vu à travers ces différents témoignages la reconnaissance des enfants d'Oussouye, la reconnaissance des enfants de la Casamance. Nous avons vu par la présence des différentes autorités administratives, coutumières, religieuses, politiques, nous avons vu à travers donc ces présences que Abdou avait un vrai impact sur le territoire. L'impact de Ndoukor était réel pour la dépollution des terres en Casamance et l'ouverture du parc de la basse Casamance, son rêve le plus cher. La population de Santhiaba Manjak, fortement affectée par la fermeture du parc, soutient que Ndoukor est irremplaçable. Ndoukor ñun amuñu fayam ndax Ndoukor dafa nekk nit koo xam ne depuis bu mu ñëwee ci département bu Oussouye. Ndoukor, on ne peut pas le rendre ce qu'il a fait pour nous. Depuis qu'il est venu dans le département d'Oussouye, tout le monde a vu sa posture, surtout nous, les habitants de Santhiaba Manjak, car il y avait un certain temps où l'on n'osait pas aller à Santhiaba Manjak. Mais Ndoukor nous a fait revenir. En effet, quand il est arrivé, il a regroupé tous les chefs de village du département, ainsi que les notables. Nous avons entamé beaucoup de choses. Dans le Kassa, tout le monde appelle à la perpétuation de l'immense œuvre entamée par Abdou Ndoukor Kachendaou. Hassan Ba, merci. C'est d'ailleurs cet élément qui me fend cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.